L'art brut est un mot, un concept qui a été inventé par Jean Dubuffet en 1945 pour désigner les œuvres qui ont été créées par des artistes qui ne sont pas passés par des écoles de l'art, qui n'ont pas reçu une éducation artistique et qui n'ont pas participé d'aucune façon au marché de l'art. Il faut savoir que l'art brut, c'est un art populaire, mais au sens le plus large du terme. La plupart sont des ouvriers, sont des artisans. Alors on les trouve aussi parmi d'autres types de populations, de gens qui ont eu des problèmes psychiques de tous ordres. Quelqu'un, par exemple, comme George Widener, qui a le syndrome d'Asperger, en fait, il voit le monde différemment de nous, tout simplement parce qu'il se souvient de toutes les dates dans le calendrier, parce qu'il les rattache à des certaines couleurs. C'est un regard particulier. Quelqu'un comme Judith Scott, qui a eu la trisomie 21 et qui n'avait pas accès au langage, quand vous voyez ce qu'elle a créé, c'est quelque chose qu'on aurait du mal à trouver dans le champ de l'art contemporain. Comme ce sont des gens souvent très obsessionnels, ils mettent des années et beaucoup de temps à faire le bel ouvrage. Il y avait un mineur qui s'appelait Augustin Le Sage, mineur dans le nord de la France, et qui a eu une sorte de révélation et qui a complètement transformé sa vie, puisqu'il est passé du statut de mineur à statut d'artiste. Il y a un japonais qui s'appelle Katsuya Kitano, qui a un syndrome assez particulier, il soupire tout le temps. Et dans la tradition japonaise, il est dit qu'au bout du chiffre 1000, le mal s'en va. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des petites pelotes de coton hydrophile, et il a insufflé dedans ses soupirs, qu'il a enfermés ensuite. Donc il a fait comme ça 1000 cocons qui représentent pour lui une capacité d'éradiquer le mal. Il y a des artistes qui ont passé des années et toute leur vie pour fabriquer quelque chose qui ne se termine pas. En fait, c'est vraiment le processus qui est plus fort qu'eux. Et c'est quelque chose qui structure leur vie profondément. Par exemple, Henry Darger, c'est des 40 ans ou 50 ans de sa vie où il a écrit, dessiné et collé les images de ces petites filles en fait, qui combattent les adultes qui les torturent dans cette guerre interminable. Donc il y a vraiment des années, des dizaines d'années de création qui ont été retrouvées souvent par hasard après leur mort. C'est des œuvres qui ont été sauvées. Elles sont réunies ici, mais c'est un miracle. Pour deux raisons. La première, ces œuvres, il y en a qu'on a trouvées dans la rue, il y en a qu'on a trouvées sur des marchés aux puces, des œuvres qui ont été dans des hôpitaux psychiatriques où tout le monde ne s'intéressait absolument pas à ces œuvres. Mais en fait, l'art brut, c'est aussi donc l'histoire de ces passeurs. Il y a toujours quelqu'un qui était là, qui a su regarder, qui a su voir et qui a su sauver une œuvre. C'est très important qu'il y ait en permanence des chercheurs qui retrouvent au bout des années, parfois, par exemple, Antoine Rabani, la personne qui a créé ces sculptures en granit qui s'appelait Barbe Muller, il a un nom aujourd'hui, grâce à quelqu'un qui a passé des années, qui a regardé des photos et qui a fini par retrouver le nom de ce créateur. Donc c'est très important. Parce qu'en fait, vous n'avez jamais un artiste d'art brut qui va aller frapper à une galerie en disant « Regardez ce que je fais ». Donc les passeurs sont extrêmement importants. Sans eux, vous ne verriez jamais toutes ces œuvres. Ça donne une dimension, j'ai presque envie de dire, humaine, de sauvetage de trésors de l'humanité. Cette exposition a un caractère particulier puisqu'elle est liée à la donation que nous avons fait au Centre Pompidou il y a maintenant 3 ans ou 4 ans avec 1000 œuvres. Et simplement, on essaye de montrer aux visiteurs comment est-ce que ces artistes lisent le monde. Ces petits thèmes que vous allez trouver dans l'exposition, il y en a 12, c'est vraiment notre façon de définir l'art brut, mais dans l'esprit d'ouverture. Il y a un thème qui est très important qu'on a appelé « Réparer le monde », parce qu'en fait, souvent, ce sont des personnes qui se sentent investies d'une mission. Et la mission, c'est soit sauver la planète, comme vous pouvez le voir avec Melina Riccio qui se trouve au début de l'exposition avec ses belles broderies. C'est quelqu'un qui écrit aussi ses messages dans les rues, sur les murs. Il y a Hans-Jörg Georgi qui fabrique des avions, une espèce d'arche de Noé pour sauver l'humanité le jour où la Terre deviendra inhabitable. Donc il y a souvent cette notion de mission et du don. Il y a aussi le thème de quelques voyages. Il y a le Brésil, il y a le Japon, il y a Cuba parce qu'on a pu collectionner un certain nombre d'œuvres qui est quand même lié un peu à l'histoire du pays. Il y a aussi une autre section qu'on a appelée de l'ordre nom de Dieu, c'est-à-dire cette obsession de maîtriser scientifiquement le monde. C'est des créateurs qui s'emploient à trouver une logique sous-jacente au chaos qui nous entoure. Ce sont aussi des gens qui ont eu à un moment de leur vie des liens avec l'au-delà. C'est l'inconscient au poste de commande et c'est l'automatisme qui s'exprime. Il y a aussi les ateliers, puisqu'il y a certaines pratiques
collaboratif où des gens ont créé des dessins ou des assemblages qui peuvent être esthétiquement intéressants, qui ne sont pas du tout des ateliers d'art-thérapie classique. C'est des ateliers où il y a une espèce de dialogue entre des artistes professionnels d'un côté et puis des artistes handicapés de l'autre. Ça donne des productions qui sont complètement passionnantes. Entre autres, une qui vient de l'atelier de la Hesse en Belgique. C'est un projet qui s'est appelé Aveluia. Et Aveluia, ça a été tout simplement une idée qui a été lancée comme ça un jour par la directrice en disant à tous ces pensionnaires, si on faisait quelque chose sur la religion. Et chacun s'est emparé de son imaginaire, de ses connaissances de la religion, de ses techniques, de son savoir-faire pour créer un ensemble absolument extraordinaire. Et puis on finit sur les épopées célestes où il y a des artistes en fait qui nous montrent qu'il y a un grand au-delà des galaxies et qui se baladent vraiment dans l'espace autour de la Terre comme Adolf Wölfli dans ses explorations, Achilles Rizzoli qui est aussi à la fin de l'exposition qui était quelqu'un qui a créé sa propre version de la Bible. Essentiellement, ce sont des dessins, parce que c'est du matériel qu'on trouve facilement. Il y a aussi des sculptures, il y a des assemblages, et vous verrez, il y a une magnifique vitrine qu'on a appelée bricolage, où on a réuni tous ces objets. En marge de l'exposition, on a eu envie d'inviter 2 dispositifs artistiques qui font écho à l'exposition. On a demandé à un artiste qui s'appelle Philippe Cohen-Solal, qui est compositeur de musique, d'utiliser la technique de la réalité virtuelle pour nous plonger dans l'univers de Darger. Donc vous êtes assis sur un tabouret, vous avez le casque de réalité virtuelle que vous connaissez, et vous interagissez sur le monde de Darger dans sa chambre. C'est absolument féerique et avec une musique qui est de toute beauté. Puis un autre dispositif d'un artiste qui s'appelle Laurent Abitbol. C'est une sorte de boîte qui fait 2 mètres de large sur 1 mètre de haut et 1 mètre de profondeur, et avec des systèmes de miroirs semi-transparents. Il nous a filmé, il a filmé d'autres personnes pour créer une sorte de monde d'hologramme. On a l'impression d'être dans un monde d'hologramme. Quand on découvre les œuvres d'art brut, on n'a jamais vu ça, parce que ça correspond à rien que vous connaissez. Et en même temps, ça vous parle de vous-même au plus profond de votre intimité. Et donc c'est absolument merveilleux, c'est à la fois très beau, bizarre, ça vous fait voyager, vous pouvez passer des heures à vous plonger dans ces œuvres, et c'est des voyages absolument extraordinaires. Ce n'est pas une exposition élitiste, on essaye de faire passer beaucoup de choses pour ceux qui s'y intéressent. Il y a beaucoup d'informations à digérer, mais vous avez aussi le choix juste de vous porter par votre propre subjectivité. Donc vraiment, venez avec les yeux ouverts, avec les oreilles ouvertes. Il y aura forcément des choses qui vont vous plaire, peut-être des choses qui vont vous interroger, peut-être des choses qui vont vous faire peur ou vous terrifier, mais c'est vraiment une rencontre avec vous-même à travers ces œuvres.